Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue une fois de plus à toutes et à tous. Toutes nos excuses pour cet incident, je dirais, technique indépendant de notre volonté. Et bienvenue donc dans votre émission Théma qui ce soir va parler des indiscrétions au sommet de l'État au Mali. Et pour cela, nous avons comme invité M. Mahamadou Dabou Traoré. Il est le secrétaire politique de la jeunesse ASMA. Monsieur Traoré, bonsoir. Bonsoir Robert. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout l'honneur est pour moi. Merci bien Robert. Notre second invité est M. Aliou Amadou Sango, spécialiste en communication institutionnelle. Monsieur Sango, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, comme dit Hassan, tout ce que j'ai fait, bon, on se représente encore. Justement, c'est bien. L'essentiel, c'est de pouvoir reprendre maintenant et voilà, de faire cette émission-là. Et nous avons comme troisième invité M. Hassan Sey, journaliste africable, juriste également. Monsieur Sey, bonsoir et bienvenue. Remercie. Merci. Ok, merci. Ou merci. Bonsoir. Merci. Remercie. Ok, merci une fois de plus, M. Sey. Et notre quatrième invité, mesdames, messieurs, est M. Ibrahim Khalil Touré, juriste et membre du RECAM, Réseau des citoyens actifs du Mali. Il est également blogueur. Monsieur Touré, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Dissa. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Merci. Alors, M. Sey, nous parlions déjà des indiscrétions. Nous vous demandions de nous parler de quelques cas marquants. Comme on a recommencé, je vais quand même resituer le contexte. Je disais que le titre, le thème de l'émission, les indiscrétions au sommet de l'État, pour moi sonnait comme un titre de film ou de roman. Ou même de poésie. Bon, après, on laisse cette indiscrétion, ou cette discrétion plutôt à chacun. Et par rapport au sujet lui-même, je pense que les fuites d'informations, puisqu'on veut l'analyser surtout sur ce cadre-là, même si je pense qu'il y a beaucoup d'aspects qui pourront être analysés par la suite, n'ont pas commencé aujourd'hui. Et aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est qu'on est dans une situation où ça a des conséquences beaucoup plus importantes. Des conséquences beaucoup plus importantes. Pourquoi ? Parce que l'État lui-même, si on peut appeler ça un État, après ça c'est un autre débat, est dans une situation fragile. Fragile, due aux revendications syndicales, fragile, due aux revendications politiques, et fragile, due même à l'urgence sanitaire que nous traversons. Donc cela cumulé à, certains peuvent appeler ça du laxisme, à des fuites d'informations qui soient organisées ou non, peut contribuer à détériorer encore plus le climat. Maintenant, ce qu'il faut peut-être noter aussi, c'est que tout n'est pas forcément fuite d'informations. On a parlé du dernier cas, qui est en tout cas l'un des cas récents, parce qu'il y a aussi un cas même aujourd'hui, voilà, même aujourd'hui, on pourra peut-être en reparler, la déclaration du président de la République, qui était dans un supposé projet de déclaration. Maintenant, ou de discours. Maintenant, est-ce que c'était vraiment un projet du président de la République, son Excellence Mbandao, chef de l'État, ou est-ce que c'était un document que n'importe qui d'autre aurait pu simplement faire et balancer sur les réseaux pour peut-être, à la limite, prendre le pouls de la population? Même si je pense que ça serait quelque chose de très maladroit et de pas sérieux. Maintenant, au-delà de ça, on peut aussi se poser la question par rapport à cette même déclaration-là, pourquoi ce jour, sur la chaîne nationale qui est l'ORTM, on nous a annoncé un discours du président et finalement, il n'a pas eu lieu. Voilà. Donc, tout ça mis ensemble contribue à créer encore plus de flou dans un pays où on est déjà dans la brume, quoi. Donc, il faut qu'on essaye d'éclaircir un peu les choses. Et il faut qu'on essaye de trouver des mécanismes pour que cela ne se reproduise plus. Dans ces mécanismes-là, il y a des instruments juridiques qui existent. Peut-être qu'au cours des débats, on aura le temps de revenir là-dessus. Mais si je dois l'analyser d'un point de vue journalistique, j'ai envie de dire qu'on est en grande partie complice de ces actions-là, parce qu'on contribue à les diffuser, et dans des groupes restreints, et peut-être sur les réseaux. Et ces groupes restreints qui vont chacun le distribuer dans d'autres groupes restreints,
rendre finalement cette information, ce document-là, public. Donc on est dans ce cas de situation aujourd'hui. On a eu d'autres exemples, pas plus loin, mais un peu plus loin, c'est-à-dire un peu avant, concernant par exemple le suivi de la transition, la feuille de route de la transition. Et de mémoire, je pense que Moussa Mara et le parti LMA avaient fait des propositions qui, à un certain moment, se sont retrouvées sur les réseaux. Et je pense que c'était l'intention, c'était de les rendre publiques et accessibles. Et ces informations-là, comme elles n'étaient pas signées, beaucoup ont pensé qu'elles venaient de la CNSP. Donc, il y a aussi des documents qui sont attribués à tort à l'État. Donc, il faut aussi peut-être faire la part des choses. Mais toujours est-il qu'on a une constante qui fait que, aujourd'hui, comme hier, des informations et du sommet de l'État et même des institutions étatiques, notamment les ministères, circulent régulièrement sur les réseaux. Dans un ordre d'idées un peu moindre, quand on prend même les examens, même si ça ne concerne pas directement le sommet de l'État, on a aussi des sujets qui se sont retrouvés sur les réseaux. Tout à fait. Donc, on peut se poser, encore une fois, un certain nombre de questions par rapport aux motivations. Et je pense que peut-être on va y arriver par la suite. Mais de prime abord, c'est comme ça que moi je le perçois. D'accord. Alors, M. Touré, vous êtes très actif justement sur les réseaux sociaux et les réseaux sociaux vont tellement vite que ça donne l'impression que alors vous êtes à la recherche des scoops, que vous voulez tout de suite être les premiers informés et puis à informer vos followers. C'est comme ça que nous devrions comprendre la situation. Bon, en somme, en grande partie, nous pouvons penser cela parce que, voilà, quand on est détenteur d'une page, d'un blog, on a besoin de visibilité. Donc les scoops, voilà, quand ça tombe, on veut être toujours le premier à publier pour avoir plusieurs personnes qui nous suivent, etc. Donc cela est une motivation de ceux-là qui diffusent ces documents sur les réseaux sociaux. Au-delà de ça, moi je dirais que ça peut revêtir de deux caractères majeurs, c'est-à-dire des documents de l'État sur les réseaux sociaux et les faux documents attribués à l'État sur les réseaux sociaux, avec vraiment des motivations différentes. Si l'une tend vers vraiment peut-être à être une légèreté de certains cadres de l'administration publique, l'autre peut être vraiment une façon de vraiment saboter les actions ou de retourner l'opinion contre l'autorité. Voilà, donc il y a ces questions-là à revoir. Maintenant, la légèreté aussi, comme monsieur l'a dit, on peut aussi s'en servir. Et généralement, je ne sais pas si au Mali le dessin tend à ça, mais dans les pays plus avancés, on se sert de ça comme ballon d'essai. Si l'autorité veut prendre certaines mesures, on diffuse en amont des informations pour essayer de jauger, c'est-à-dire la température. Voilà, de voir quelles réactions les populations auront par rapport à telles actions qui seront prises. Je m'en réfère directement aux fameuses adresses, à la fameuse adresse à la nation du président. Voilà, cette histoire a beaucoup tourné, où on a même vu que la page de la présidence avait même publié la dite adresse. Au-delà de ça, l'annulation de l'adresse au téléjournal. Donc, on s'est posé plein de questions. Moi, personnellement, je me dis que, en plus de la légèreté de diffuser cela, ça peut s'avérer aussi de voir un peu, est-ce que ces mesures-là qui étaient dans l'adresse allaient être acceptées par les populations. Parce que quand on revient un peu en arrière, à revoir un peu ce qui a contribué un peu à amplifier les tensions qui ont fait partir IBK, il y avait la question de couvre-feu. Donc, est-ce que ce n'était pas un fait volontaire de voir, est-ce que les populations vont encore accepter l'idée de couvre-feu et d'autres mesures restrictives de liberté? Voilà à peu près
les angles sur lesquels il faut revoir la question. Mais si c'était pour prendre le pouls de la situation, une fois que cela est su, mais pourquoi ne pas nous proposer un autre discours? Pourquoi abandonner carrément simplement le discours, tout simplement? Il y a eu à peu près une proposition avec le Conseil de défense. Voilà, ils ont proposé des choses, même si ce n'était pas drastique comme dans l'adresse à la nation. Je dirais qu'ils sont revenus plus en rappel de l'observation des mesures barrières face au Covid, voilà, et d'autres actions qui s'ensuivent. Donc je me dis que voilà, ils ont compris en quelque sorte que ça ne pouvait passer. Parce que déjà sur les réseaux sociaux, les gens commençaient à rejeter, à bouder un peu certaines mesures. Donc du coup, ils se sont dit, faisons attention à ne pas refaire les mêmes erreurs qui ont contribué à faire partir Ibeka ou à amplifier les tensions qui ont fait partir Ibeka. Voilà un peu, il y a eu la proposition derrière, mais autrement. D'accord. Monsieur Traoré, vous, quelle explication donnez-vous en fait par rapport à ces indiscrétions-là? Comment vous les expliquez, vous, au sommet de l'État en plus? Alors, ces indiscrétions, je me les explique à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est le manque de conscience professionnelle, le manque d'éthique, la légèreté dans le traitement de l'information d'État. Le deuxième niveau peut être une fuite intentionnelle, comme l'a dit mon cher tout à l'heure, une fuite intentionnelle que l'État met en œuvre. Et la troisième peut être un canular ou des fake news que les gens mettent de façon intentionnelle en vue de nuire à l'action gouvernementale. Alors pour le premier cas qui est le manque de professionnalisme, on s'est dit que l'État n'agit pas. Parce qu'il y a très peu de sanctions. Les sanctions sont très légères ou quasiment inexistantes. Ça fait quasiment, je dirais, une bonne dizaine, soit presque une bonne vingtaine d'années, que nous voyons tout le temps des documents estampillés confidentiels qui sortent sur les réseaux sociaux, qui sont partagés dans les groupes professionnels ou interprofessionnels, qui ne devaient pas sortir. Cela, moi, je le mets dans le cadre de la légèreté, parce que ça peut être même expliqué comme étant un problème éducationnel. Parce que l'information qui t'est donnée pour traiter ou pour peut-être faire une photocopie ou la saisir, elle n'est pas à toi. Cette information, elle appartient à l'État. Alors, la conscience, la bonne éducation te dit de ne pas donner ce qui n'est pas à toi. Donc, moi, je vois d'abord sur ce niveau. Le deuxième point qui est une fuite intentionnelle de l'information. Comme l'a dit, souvent les politiques qui font ça pour prendre le pouls de la population, pour voir si telle mesure ou telle mesure peut passer facilement ou non. Alors souvent, ils peuvent, de façon intentionnelle, glisser quelques informations par différents canaux et puis pour voir un peu la réaction. Mais vous croyez vraiment, M. Traoré, qu'un État sérieux va se prêter à un tel jeu? Tous les États le font, monsieur dit ça, tous les États le font. De temps en temps, parce qu'il y a des fois où il y a des mesures fortes qu'il faut prendre, mais il ne faut pas aussi en arriver à déstabiliser l'État. Donc tous les États le font de temps en temps, mais de l'autre côté aussi, il y a, la troisième chose, c'est les fake news. Parce qu'il y a des gens qui sont naturellement mal intentionnés, soit pour des objectifs politiques, soit pour des objectifs stratégiques ou géostratégiques, qui de temps en temps aussi font sortir des fake news en vue de mettre la population à dos, sur le dos de l'État. Donc moi, voici en gros comment est-ce que je me l'explique, ces fuites au sommet de l'état de l'information. D'accord. Alors, Monsieur Sango, vous êtes spécialiste en communication institutionnelle. De longues années, vous avez été chargé de communication dans des ministères et tout. Alors, dites-nous exactement, même de façon sommaire, qu'est-ce que c'est que même la communication institutionnelle, pour nous montrer maintenant le lien entre une telle communication et qui va se retrouver encore sur les réseaux sociaux avant les publications officielles. Donc, merci Dissa, merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent à ce moment.
Le contexte oblige et je veux quand même m'incliner devant la mémoire de toutes les familles qui ont été endeuillées par le Covid-19 et dire à toute la population malienne que la maladie existe et qu'il faut respecter les mesures barrières et porter les masques. Maintenant, de façon synoptique, la communication institutionnelle, c'est très simple. C'est l'ensemble des activités de communication que vous mettez en œuvre pour déférer à l'opinion les actions d'une institution. Donc c'est un peu ça la communication institutionnelle. Maintenant, vous ramenez sur le sujet, parce qu'en fait, l'ensemble des aspects ont été dégagés par des autres interlocuteurs. Mais parlant de ce qui me concerne et de l'expertise que j'ai dans la communication permet exactement de réparer toutes les erreurs qu'on peut avoir, qui peuvent être faites par ces indiscrétions-là. Et j'aurais aimé d'ailleurs que vous me posiez la première question, parce que ce n'est pas simplement le fait que des dossiers se retrouvent, des dossiers signés qui ont des caractères confidentiels, se retrouvent sur les réseaux sociaux. Ça, c'est autre chose. Ce qui est encore plus grave, des fuites d'informations avant les publications officielles. Avant la prise de la décision, a impacté la vie d'un homme d'abord et le service qu'il aurait pu rendre à son pays plus tard. Et je rejoins un peu M. Traoré pour dire que les gens n'ont pas simplement le manque de professionnalisme, mais ils ont aussi le manque de loyauté envers leur propre pays. Parce que lorsque, même au détour d'une conversation, vous entendez des mesures importantes qui doivent être prises concernant, par exemple, M. Sey, par loyauté pour votre pays. Vous ne devez pas divulguer ces informations. Je peux vous donner une anecdote très simple. Allez-y. Il fut un moment où le président directeur général d'une grande entreprise de l'État, d'une grande société de l'État, devait être remplacé en Conseil des ministres par un ancien ministre. Dans la nuit, un ancien ministre qui est quand même un baron d'un grand parti politique. Et dans la nuit, la veille du Conseil des ministres, l'information a été fuitée par un autre ministre qui est, pour te dire à quel niveau se trouvent les indiscrétions. L'information a été divulguée sous forme de confidence par un ministre dans le gouvernement d'alors à son camarade de parti qui devait être nommé. Il dit, bon, voilà, demain, en Conseil des ministres, en fait, on va te remplacer, qui devait être relevé. Donc, demain, il y a une mesure qui va te concerner en Conseil des ministres. Je te fais une confidence. Essayons d'appeler les autres camarades pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avant demain. Et le président du parti en question, dont le cadre devait être relevé, il a la ligne directe du président de la République, a appelé le président. Monsieur le président, est-ce que je peux venir vous voir? C'est urgent, je ne peux pas en parler. Le président a dit, ok, tu peux venir. Il vient et dit, bon, j'ai appris par des confidences que vous êtes sur le point, demain dans le Conseil des ministres, à relever M. Robert Dissa. Il se trouve que c'est l'un des barons d'une des sections les plus importantes du parti. Il se trouve aussi que le parti est un allié de votre allié. Donc je ne vois pas ça très bien qu'il soit relevé. Alors là, le président, étant politique, a dit, bon, j'en parlerai au Premier ministre avant le Conseil. J'en parlerai au Premier ministre avant le Conseil, ça veut dire un accord. Quand le président dit j'en parlerai au Premier ministre avant le Conseil des ministres, ça veut dire qu'il n'en aura pas lieu. Est-ce que vous voyez? Donc, alors maintenant, à ce moment, celui qui devait être nommé avait déjà été informé que demain il sera nommé. Vous voyez à quel niveau? Maintenant, la fuite d'information a fait de telle sorte qu'on se retrouve encore pour faire des arrangements pour dire ah ok, tu devais être nommé, tu n'as pas été nommé, celui qui devait être relevé, il ne peut pas être relevé, maintenant on va faire des arrangements. Et qu'est-ce qui va se passer? 3-4 semaines après, celui qui devait être relevé, celui qui devait être nommé, remplace le ministre qui devait le remplacer, qui devait le relever. Vous voyez un peu comment est-ce que les indiscrétions peuvent avoir des impacts. Pour moi, le problème n'est pas justement si les documents sont ventilés sur les réseaux sociaux. Bon, un document signé, machin, tout ça là. Il y a quand même une thèse qui a fait le tour de la table avant vous. Et
moi, j'ai de la peine à laisser passer cette thèse de fuite intentionnelle, par exemple, d'un gouvernement. M. Traoré dit même que tous les gouvernements du monde le font. Vous avez été chargé de communication dans des ministères, dans des structures étatiques. Est-ce qu'un gouvernement peut balancer des fake news dans l'idée de récolter les avis des uns et des autres? N'a-t-il pas un autre moyen de faire ça que de passer par les réseaux sociaux? Effectivement, ils ont raison. Dans la gestion de l'État, on appelle ça des ballons d'essai. C'est-à-dire que, bon, pour prendre le cas du discours du président de la République, je ne dis pas que c'était un ballon d'essai, mais moi, le propre commentaire que moi j'ai là-dessus, c'est que des mesures ont été prises, mais ce sont des mesures qui n'avaient pas d'accompagnement financier. On s'est rendu compte qu'on va prendre des mesures qui sont assez drastiques. Par exemple, je vous donne un exemple. Quand on demande aux restaurants de fermer, et il y a des restaurants qui ont déjà vu des provisions pour une semaine, et donc il y aura du gâchis. Bon, peut-être que quelqu'un a pu attirer l'attention, voilà. Peut-être que quelqu'un a pu attirer l'attention des plus autorités pour dire, bon, les discours qu'on a vus sur les réseaux sociaux, si vous venez à prendre ça, ça va faire de l'explosion. Et on a retiré. Ça, c'est mon propre commentaire. Mais je ne dis pas que c'est un ballon d'essai. Mais j'ai dit, des informations comme ça, ça arrive. Que l'État s'en serve. Des moyens comme ça pour tâter le pouls de la population, pour voir comment ça se passe. Mais en réalité, je ne suis pas d'avis que la responsabilité se situe simplement du fait des gens qui ventilent l'information. La responsabilité se situe aussi du manque de professionnalisme. Ça, c'est de deux aussi d'infrastructure. Parce que je vous donne un exemple. Au Rwanda, la carte Nina, que nous, on est en train de demander des milliards pour le confier. La carte Nina, à partir de votre téléphone, vous avez votre carte d'identité. Et à un moment donné, les nominations, même en Conseil des ministres, ont été dématérialisées. C'est-à-dire que tous les ministres avaient un portable. Il n'y avait même pas de circuit. Tu t'assois dans ton bureau, tu ouvres le logiciel, tu programmes le CV de la personne, il y a la fiche individuelle qui sort, ça se balance directement dans la salle du conseil des ministres. Il n'y avait pas. Je ne sais pas ce qu'on en a fait après. Je pense que c'est l'AGETIC qui s'occupait de cette infrastructure. Mais franchement, l'essentiel de ce phénomène, c'est un manque d'éducation. C'est un manque d'éducation. C'est un manque d'éducation. Moi, j'ai servi des ministres. J'ai eu à être en contact avec des informations que jusqu'à demain, je ne les révélais pas. Je ne les révélais pas. On faisait des réunions avec des directeurs qui devaient être remplacés le lendemain et qui étaient remplacés au même moment où on savait, mais ça ne nous concerne pas. Parce que ça peut avoir un impact aussi plus grave qu'on ne peut penser. Justement, nous allons effectivement parler de ces impacts-là. Monsieur Seyid, les conséquences de ces fuites-là. Les conséquences sont multiformes. Comme il l'a dit, je pense qu'on a fait un peu le tour des conséquences dans nos propos liminaires. Moi, je suis plus peut-être sur des propositions de solutions. C'est-à-dire que ce qu'il dit par rapport à la dématérialisation, on peut y ajouter l'informatisation et la modernisation de nos services, peut permettre de lutter déjà efficacement contre ce phénomène. Je vous donne un exemple simple. Si vous êtes ministre et que vous recevez un certain nombre d'informations directement dans votre boîte mail, si elles se retrouvent ailleurs, c'est à vous qu'on pose la question, il n'y a personne d'autre. Maintenant, les secrétaires généraux sont censés aussi avoir accès à ça, parce que c'est un peu le penchant technique du ministère, et le ministre étant le penchant, lui, politique. Donc, ces gens-là aussi ont aussi un devoir de réserve. Et la loi a déjà prévu des dispositions par rapport à ça. La loi, par exemple, numéro 2-053 du 16 octobre 2002, prévoit, je vais vous lire l'article, tout fonctionnaire est lié par l'obligation de la discrétion professionnelle concernant les documents, faits et informations dont il a eu connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Tout détournement, toute communication contraire au règlement des documents de service à des tiers sont formellement interdits. Et ils sont punis de 6 mois à 2 ans d'emprisonnement et d'une amende de 20 000 à 150 000 francs. C'est-à-dire que même légalement, il y a des dispositifs qui sont là. Mais comme dans beaucoup de domaines,
au risque de se répéter, les sanctions ne sont pas appliquées. Si tu peux faire ce que tu veux, qu'il n'y a pas de conséquences, on dit oui, c'est diffusé, ce n'est pas bien, mais ça s'arrête là, demain tu recommences. Donc moi je pense qu'il faut aussi un peu durcir les sanctions. Peut-être pas par rapport aux journalistes, parce qu'eux ils ont un devoir d'information, même si là aussi il y a une question d'éthique qui rentre en jeu, parce qu'on est quand même censé un minimum, même si on sait que c'est des informations avérées, si ça va jusqu'à un certain niveau, notamment secret de défense ou autre, faire attention par rapport à la survie de l'État lui-même. Donc ça, c'est un peu le rôle des journalistes. Mais l'État, avec son pouvoir régalien, doit pouvoir mettre les fonctionnaires au pas. Il y a une fuite au niveau de ce ministère-là. De qui est venue cette fuite? On veut savoir. Situer les responsabilités, faire des vraies recherches et sanctionner. À côté, on a un service de renseignement, on a une sécurité d'État qui est censée aussi jouer sa partition dans cette composition-là. Pareil. Donc il faut réellement qu'on arrive à sanctionner. Sanctionner, ça ne veut pas dire les emprisonner à vie, mais on a des dispositifs qui sont là, qui sont contraignants et qui peuvent permettre de freiner en tout cas cet élan-là. Parce que tant qu'il n'y a pas de sanction, on a beau en parler, on a beau expliquer ce qu'on pense, c'est bien ou ce n'est pas bien, demain les gens ils vont continuer. D'accord. Et juste pour finir peut-être sur ça, même aujourd'hui on a eu un exemple. Je ne parle pas du cas de l'OMS, mais on a eu la lettre par exemple de l'ancien, en tout cas du futur ancien directeur de la pêche, si on peut le dire comme ça, où on a une lettre de démission, estampillée encore une fois confidentielle, où il nous explique, le document paraît réel, hein, il y a l'entête, il y a la signature, il y a le cachet, après il faudra vérifier, où il nous explique que parce qu'il y a des divergences en interne, il y a des suspicions sur sa personne, et il y a un climat délétère qui veut quitter ses fonctions. Ça, c'est ce qu'il dit dans sa lettre. Et cette lettre a été rendue publique. Mais est-ce que cette lettre a été rendue publique par X, Y, ou par le premier concerné? On peut aussi se poser la question. Parce que ce qu'il faut voir, c'est aussi l'aspect publicité dans ces publications-là. Parce qu'une fois que vous voulez que l'information, même confidentielle, arrive aux oreilles et aux yeux de la population, vous le diffusez sur le réseau. Tout à fait, aussi simple que ça. Donc je pense qu'il faut analyser ces différents penchants également. D'accord. Alors, M. Touré, est-il facile, parce que M. C parle et dit qu'il faut qu'on arrive à sanctionner, effectivement, mais pour sanctionner, il s'agit de situer d'abord les responsabilités. Est-ce qu'il est facile de mettre la main sur ceux qui sont à la base de telles fuites? Bon, comme il l'a dit, pour sanctionner d'abord, il faut investiguer. Donc tout part du premier responsable, donc à son entourage, vice-versa. Donc avec des investigations, voilà, forcément on arrivera à mettre main sur le responsable. Donc au-delà de cela, l'entourage compte beaucoup. Voilà, je vais peut-être dire une chose qui va peut-être paraître banale, mais au Mali, on a tendance à ramener les décisions administratives ou les décisions de l'État dans nos grains, dans les bars, dans les mosquées. On parle trop, on parle de tout et de rien. Les responsables eux-mêmes, l'entourage est là, dans un grain, ils peuvent se dire, toucher par exemple un peu de leur fonction, parler un peu. Celui qui est à côté, il écoute, il entend. Et il balance. Et il balance. Dans les bars, c'est la même chose. Avec voilà, les épouses, vice-versa. Donc, il faut faire extrêmement attention à ces choses-là lorsque on est des responsables. Maintenant, pour revenir à mettre la main sur les responsables, c'est facile. C'est facile, seulement il n'y a pas cette rigueur. C'est une chaîne. Pour sanctionner, il faut partir d'abord à l'investigation, faire des enquêtes poussées, chercher qui a fait ça. Maintenant, une fois le responsable connu, maintenant il faut appliquer les sanctions. Des sanctions existent, il a cité une loi tout de suite, et ça c'est dans un cadre, et dans l'autre cadre,
concernant, c'est-à-dire les réseaux sociaux, tout ce qui est technologique, il y a une loi qui est en vigueur par rapport à ça. Qu'est-ce dit cette loi? Cette loi, elle met la diffusion, la publication des renseignements et autres sur les réseaux sociaux, différents canaux, dans la balance de trahison ou dans la section 6 de la loi 2019-056 portant répression de la cybercriminalité. Donc la section 6 de l'article 62, 63, 64 parle de trahison. Donc les sanctions existent, c'est des sanctions qui ne sont pas suivies, qui ne sont pas d'application. Voilà tout le mal. Est-ce que certains qui ont été responsables de telle fuite ont une seule fois été inquiétés? Est-ce que vous en connaissez des cas? Pas à ma connaissance. On balance après, voilà, ça tombe dans les oubliettes. Voilà. C'est ce laxisme-là qui amplifie le phénomène, qui encourage, qui fait que vraiment ça ne s'arrête pas. Mais s'il y a des sanctions derrière, vous verrez que même si moi, par exemple, je vois un document de la sorte, je vais me retenir de partager parce que je vais me dire que le jour où il y aura des enquêtes, je peux être interpellé. Ne serait-ce que même si je ne suis pas le responsable direct, le fait d'être interpellé, je vais perdre en temps. Le fait d'aller répondre à ça, peut-être que j'ai d'autres choses à faire que ça. Donc je vais me retenir de ça. C'est des mécanismes qu'il faut enclencher pour couper court à tout cela. Sans quoi on ne va pas s'en sortir. Et sans quoi la bonne information elle-même est menacée. Même maintenant, en 10 ans, en parlant de la lettre de l'ex-futur DG de l'APH, il a dit à vérifier. Mais toutes les mentions sont là, signature, l'entête, tout. Mais il y a la réserve derrière. On ne peut pas s'hasarder un homme avisé de tomber dans l'affirmation comme quoi c'est ça. Avec la technologie, il est très facile de faire de faux documents. Et de mettre même caché, voilà, confidentiel dessus. Tout. Donc, du coup, la bonne information même devient sujet à suspicion. Donc, vous voyez dans quoi ça nous amène. On doute de tout pratiquement. Jusqu'à ce que vraiment l'intéressé lui-même sort pour confirmer. Voilà. D'accord. Alors, M. Traoré, M. Sango parlait un moment d'impact. M. Touré nous parle alors, du doute qui s'installe finalement, quelle que soit l'info. Alors, on a des doutes. Et quelles autres conséquences pourriez-vous nous dire par rapport à cette pratique-là? En fait, si on regarde bien, il y a deux dimensions. Il y a les indiscrétions qui vont de bouche à oreille et il y a les documents. Par exemple, pour les indiscrétions qui vont de bouche à oreille, comme l'a dit M. Touré tout à l'heure, les gens captent ça soit dans les grains, soit dans les bars, soit dans les mosquées, soit dans les lieux où les gens sont là en train de discuter. Mais ça, c'est encore plus dangereux parce que c'est les fragments d'informations que ces personnes ont. Ils n'ont pas toute l'information, mais ils ont des fragments d'informations qu'ils amplifient. Et aujourd'hui, avec la recherche du sensationnel, du buzz, avec le phénomène des chroniqueurs actuellement sur les réseaux, chacun veut être celui qui défend ou qui dit la vérité, qui défend les opprimés. Donc, chaque petite information qui sort dans ce pays est amplifiée et traitée, retraitée, modifiée, et pour après... on ne sait plus où mettre la tête. Mais au-delà de ces informations de bouche à oreille, des documents confidentiels sont souvent aussi, lorsqu'ils sont envoyés, nous avons vu un moment, l'État n'a pas pu réprimer. Parce qu'à un moment, on a vu, il y a eu des tentatives de jugement de certaines personnes par rapport à la divulgation des informations. Mais vu la faiblesse de l'État et vu le manque de confiance entre
les gouvernés et les gouvernants, aujourd'hui, c'est compliqué pour l'État d'appliquer la loi dans toute sa rigueur. Mais un moment ou un autre, il faudrait que l'État commence à appliquer la loi dans toute sa rigueur. Parce que tant qu'on ne va pas arriver à ça, on ne va pas sortir de ce problème-là. Et on peut, souvent même par rapport au truc militaire, qui est encore plus dangereux, nous sommes un pays en guerre. Tout le temps, c'est des informations estampillées confidentielles qui sortent. Par exemple, des informations confidentielles sur l'achat d'équipements militaires, des informations confidentielles sur l'achat de telle ou telle autre chose. Oui, sur comment des militaires ont été tués. Oui, et bien sûr. Justement, et des images, avec des photos, des vidéos, de tout ça. Mais ça tend jusqu'à saper le moral des troupes et le moral de la population. Donc, ça a vraiment des conséquences négatives sur la vie dans la cité. Et il faudrait qu'on arrive vraiment à trouver une solution et à mettre un frein à ces divulgations intempestives et inopinées de l'information. D'accord. Alors, monsieur Sango, tout ça pourquoi, selon vous? Au-delà des fuites intentionnelles, tout ça pourquoi? Non, on a les gens qui font ça, qui sont responsables de ces divulgations d'informations, ont une sensation à entretenir, quoi. C'est une sensation simplement à dire que c'est M. X qui a été le premier à donner telle ou telle information. M. C l'a dit en off-record ici, les gens ne vérifient même pas la source de l'information. On ne vérifie même pas pour savoir si cette information que je vais divulguer est bonne, quel impact elle aura si je venais à le diffuser sans le confirmer. Mais moi ce qui m'inquiète, c'est est-ce que l'État est conscient des difficultés qu'il y a dans l'administration? Parce que quand j'ai vu dans le nouveau gouvernement, on a mis un ministère chargé de la refondation de l'État. Vous savez que jusqu'à une certaine époque, tout près au Sénégal, les ministres prêtaient le serment pour dire que même si dans le cadre de l'exercice de leur fonction, ils venaient à être en contact avec des secrets de l'État, même après qu'ils jurent de n'en parler à personne, et même après la cessation de leur fonction. Et ce serment les lie même après la cessation de leur fonction. C'est pour cela qu'à un moment donné, la fonction de ministre, et jusqu'à demain, là-bas, est valorisée. Parce que lorsque vous servez votre pays à un certain niveau de l'État et que demain vous vous retrouvez dans la rue, bon, avec une certaine précarité qui caractérise la fonction d'ancien ministre, il peut facilement divulguer des informations parce que, bon, comme on dit dans notre terme, entre guillemets, il est aigri, quoi, en fait. Donc il peut se laisser aller et puis divulguer des informations qui peuvent être vraiment truquées. Mais moi, je me dis, il faut aujourd'hui une super structure qui va se charger essentiellement et principalement de la modernisation du service public, de la modernisation de l'administration. Parce que franchement, lorsqu'on voit à côté de chez nous, vraiment on n'est pas à l'heure, quoi. Vraiment, jusqu'à présent, on est en train de prendre des documents par des bordereaux, les transmettre, des documents confidentiels importantes avec des informations qui sont souvent classées à la sécurité nationale, sont transportées par des courriers. Et vous voyez dans une enveloppe que la personne peut ouvrir, machin, tout cela, avec toute l'ingéniosité qu'il y a aujourd'hui, on est en train de transporter des documents sensibles par des coursiers et de déposer des ministères. C'est quand même, il doit se dire à un moment donné qu'il faut vraiment une entité qui va être dédiée spécialement et permanemment à la modernisation de notre administration et à la modernisation du service public. Je ne veux même pas que ce soit un ministère pour que dans les aléas et les arrangements politiques qu'ils disparaissent, qu'ils réapparaissent. Il faut que ce soit une institution ancrée dans la vie permanente de notre pays qui va scruter, voir ailleurs, qu'est-ce que les autres font. On a fait le vérificateur général. Le bureau du vérificateur, c'est une institution qu'on a pris au Canada. Pourquoi ne pas mettre en place une institution qui va dédier... On a le CDI. Le CDI est une institution qui conseille seulement sur comment est-ce que le fonctionnement des services, machin, tout ça. Mais il faut qu'on ait une structure qui est dédiée spécifiquement à la modernisation du service public.
et de l'administration. D'accord. Voilà, moi, le défi est à l'échelle de nos compétences. Moi, je le sais, je connais bien des gens qui sont dans l'administration, qui sont capables, qui sont compétents à gérer des fonctions de ce genre. Mais il faut que l'État pense qu'il doit se moderniser. Il doit se moderniser et être à l'heure du numérique. D'accord. Alors, nous sommes à 8 minutes. Et si vous me permettez, dans d'autres pays, il y a des conseils des ministres sans papier. Sans papier, aucun papier. Tout vient dans les machines, on fait des communications dans les machines. Il y a des conseils des ministres sans papier. On a à un moment donné fait un grand coup de comme ici pour dire qu'on va le faire ici, mais jusqu'à présent, on voit nos ministres en conseil des ministres transporter des papiers par les gardes-côtes, certainement plein de sacs. Vraiment, je pense qu'on n'est pas à l'heure. D'accord. Alors, plus que 8 minutes avant la fin de l'émission, un dernier tour de table, 2 minutes chacun pour un complément d'information, un message à passer, une solution à préconiser. Monsieur Sey. 2 minutes. Je pense qu'on a dit beaucoup de choses, mais je voulais quand même apporter 2 précisions majeures. La première précision, parce que tout à l'heure, le camarade a parlé de la loi portant répression de la cybercriminalité, il a parlé de trahison, d'accord. Mais ce qui est considéré surtout, on parle de menaces et d'insultes, alors que dans le régime des délits de la presse, on parle d'injures et de diffamation. Ça, c'est une première chose. Mais il faut faire attention, parce qu'il y a plusieurs niveaux de responsabilité et les sanctions ne sont pas appliquées de la même manière. Lorsqu'on parle d'un agent de l'État, qui est un fonctionnaire à ce moment-là, et lorsqu'on parle d'une personne tierce qui diffuse une information à dessein ou non, on n'est plus dans le même contexte. Par ailleurs, lorsqu'on prend par exemple, parce qu'il y a une loi aussi qui permet aux citoyens de s'informer sur la vie de la nation et d'avoir accès aux documents publics. Ça, c'est la loi 098-012 du 19 janvier de 98. Ça veut dire que vous, Robert Dissa, si vous voulez savoir quels sont les rapports d'études, les statistiques, par rapport à tel ministère, normalement, vous avez droit d'y accéder. Ce n'est pas tous les documents d'un ministère qui sont confidentiels. Mais ceux qui sont classés confidentiels doivent pouvoir le rester. Et lorsqu'ils ne le sont pas, en tout cas concernant les fonctionnaires, que ce soit au niveau et des ministères et de l'État, c'est-à-dire ce que vous appelez le sommet, ou entre les deux au niveau de la primature qui est censée réguler tout ça. Et en parlant de primature, je me permets de faire une petite digression, qui est toujours dans le cadre du sujet. Le 27 mai 2019, lorsque le docteur Boubou Cissé était Premier ministre, il a fait une circulaire aussi, exactement dans le même ordre d'idée, où il avait carrément dit on va sanctionner par rapport à telle loi, par rapport à telle loi, par rapport à telle loi, les documents qui sont estampillés, confidentiels, secret défense, diffusion restreinte, etc. Mais pareil, c'est resté de lettre morte. Donc moi, je pense que le principal problème, c'est déjà, la sanction. S'il faut le faire avec des structures existantes, tant mieux. Moi, que ce soit la Poste qui s'informatise et qui fasse la distribution, ça ne me pose pas de problème. S'il faut une structure qui s'occupe d'analyser aussi la rumeur, parce qu'on a aussi les rumeurs qui sont d'entrée de jeu des informations fausses et qui ont un but différent et un but ciblé. Donc lorsque tu lances une rumeur pour déstabiliser une personne, une organisation ou un État, on doit aussi pouvoir te sanctionner, même si ce n'est pas une information estampillée confidentielle. Et lorsque tout à l'heure il a parlé du moral des troupes, c'est vrai, c'est pareil. Lorsque tu diffuses des images qui portent atteinte à l'honneur même de tes soldats, tu démotives tes troupes, et la guerre c'est aussi une guerre psychologique. Donc je pense qu'il faut que les autorités, aujourd'hui, si moi j'ai un message à lancer, qui comprennent que, ce que je vais dire peut paraître extrême, le pouvoir n'est pas un jeu. Il faut qu'aujourd'hui, ils prennent des mesures concrètes par rapport à ces informations-là. Il faut qu'eux-mêmes, lorsqu'ils diffusent des informations qui ont un caractère public, ils le précisent. Parce que pareil, aujourd'hui, on a une décision du CNT qui est sortie, hier ou aujourd'hui, qui nous dit qu'il y a une commission ad hoc qui va être mise en place, estampillée CNT, signée, à vérifier toujours, hein, mais avec l'emblème, avec tout ce qui va avec. Et je pense que c'est un document officiel qui a été diffusé sur les réseaux. Donc parfois, ça vient des autorités elles-mêmes. Donc il faut réellement qu'on fasse la part des choses entre l'information qui doit être publique et celle qui ne doit pas l'être. Pour tout le reste, ben, on vive dans un Mali apaisé, que les choses se calment, qu'on arrive à s'écouter, à parler ensemble,
sortir de cette situation-là. Merci, monsieur Touré. Bon, je dirais que est-ce qu'il n'est pas temps de s'interroger même sur le classement des documents avec la mention confidentielle? Il n'est pas temps de s'interroger. Parce que à quel niveau un document devient confidentiel? Parce que nous voyons n'importe quel type de document, les lettres de démission, les informations, etc. etc. Donc, est-ce que les agents eux-mêmes s'interrogent sur cela? Quel document peut-il être confidentiel? Quel autre ne peut pas l'être? Critères, conditions de la confidentialité. Voilà, il faudra s'interroger sur cela d'abord. Au-delà de ça, maintenant, il avait ébauché la proposition d'aller avec une structure vraiment permanente de la gestion de la communication. La modernisation même de l'administration. La modernisation et tout ce qui va avec les moyens, le personnel qualifié. Parce qu'on parle d'enquête de moralité. On peut voir demain un agronome chargé de mission qui va juste se focaliser sur la communication. On s'interroge. Je ne dis pas que certains ne peuvent pas le faire. Il y a des gens qui s'adaptent très bien. Mais il faudra revenir en arrière et s'interroger et faire des enquêtes de moralité par rapport au choix des hommes. Et c'est très important. Et le bas blesse à ce niveau présentement. Parce que le pouvoir est conditionné à des conditions, les recrutements ou les nominations sont conditionnés à des critères d'affinité, d'amitié, de famille. Donc la légèreté vient à ce niveau-là. Si un ami ou une personne de la famille est dans un poste et que moi j'ai un pouvoir de sanction, voilà, je peux fermer les yeux parce qu'il y a ce lien. Il faut revoir les choses, revenir en arrière. Maintenant, pour finir, je dirais juste que les informations du type, il faut veiller surtout à ce qui a trait à l'armée. C'est extrêmement important. L'ennemi regarde, l'ennemi nous suit, nous sommes sur les réseaux sociaux, nous sommes dans les journaux, tout. L'ennemi aussi regarde nos opérations, nos alertes. Tout est publié sur les réseaux sociaux. Et ça joue contre notre armée. Il faut veiller à cela, même si moi j'évite de la publier, parce que je me dis que des vies sont en jeu. De faire attention à ne pas publier des informations aussi sensibles que cela. Et aussi, il faut comprendre ces cris, ces informations-là comme des cris de détresse. De vous à moi, souvent il y avait des agents, des militaires sur le front qui, je me suis même posé la question, est-ce que notre armée a le matériel nécessaire de communication au front? Parce que c'est les smartphones. Oui. Or, dans les pays un peu plus avancés que nous, on interdit carrément les smartphones sur le front. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a des attaques et autres? Pour donner l'alerte, ils se servent de ces smartphones et appellent des connaissances pour que ceux-là publient sur les réseaux sociaux afin que l'état-major envoie des renforts. Comme quoi, sans pression, il n'y a pas de renfort. Voilà aussi le cri de cœur de ces militaires au front. Ils se disent qu'en passant par les états-majors directement, il n'y aura pas de réaction. Donc, il faut mettre la pression sur les réseaux sociaux. Bon, c'est à discuter. Ça a des côtés positifs comme négatifs. Parce que voilà, nous sommes dans un état où tout est à plat. Donc il faut se ressaisir et revenir à l'essentiel. Parce que ces publications enlèvent toute la baraka du pouvoir. Avant, quand on disait qu'il y a une adresse à la nation, ou quand on entendait même des musiques, on s'est dit, off, il y a quelque chose au pays. Mais aujourd'hui, tout est banalisé. On doute de tout, on se dit que rien n'a plus d'importance, la baraka y manque. Donc il faut revenir à ces valeurs. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. D'accord. Merci, Monsieur Touré. Monsieur Traoré.
Bon. En dernier mot, moi je dirais que nous devons nous ressaisir parce que la vie d'un État transcende nos petites personnes. Alors lorsque nous avons la charge de l'État, lorsque nous sommes dépositaires d'autorité publique, il faut toute la responsabilité qui va avec ces responsabilités. Alors que chacun se ressaisisse, que ce soit ceux qui font fuiter les informations au sommet de l'État en quête de sensationnel, que ce soit nous autres simples populations qui partageons, qui relayons ces informations, il faut que chacun revienne à plus de responsabilités individuelles et collectives. Il en va de la survie de la nation. Et il est très important que chaque Malien sache que chaque action que nous posons aura un impact sur la vie de la nation. C'est l'effet papillon. Un battement d'aile aux îles Galapagos peut créer un tsunami au Japon. Donc il faut que chacun réfléchisse par, je dirais, 2, 3, 4, 5, 6 fois avant de poser les actes, surtout qui a trait à la communication. Je ne saurais terminer mon propos sans avoir une pensée pour tous nos frères qui sont actuellement dans la difficulté. En tant qu'homme formé dans la santé, il est important que je parle du Covid. Mon frère Sango a introduit par ça, et moi je vais conclure par ça, que chacun respecte les gestes barrières, portons nos masques, évitons les rassemblements publics à plusieurs personnes, essayons d'adopter les gestes barrières et que le bon Dieu fasse en sorte que la paix revienne au centre, au nord du Mali et que nous vivons tous dans la paix, dans la quiétude et dans la sérénité. Merci, M. Dissa. Merci, M. Traoré. M. Sango. Merci, Robert. Je crois que mon dernier mot va être vraiment un appel à l'endroit de tous ceux à qui Dieu a donné la chance de servir le pays. Moi, je demande seulement aux uns et aux autres à avoir les réflexes de la loyauté envers leur propre pays. C'est surtout ça mon inquiétude. Et qu'on essaie quelquefois, et si on peut le faire permanemment, d'être jaloux des autres. Parce que franchement, jusqu'à dans un passé récent, quand tu sors de ce pays et tu entends, on parle du Mali, vraiment tu n'as pas la fierté de te présenter en tant que Malien ou de te mêler les débats. Donc je demande vraiment aux uns et aux autres d'avoir vraiment la loyauté envers leur pays. Il faut être loyal à tout ce que tu fais, il faut penser à ton pays. Parce que quoi que la nature est juste, quoi que tu fais dans la vie, que tu l'aies fait sciemment ou pas, tu le paieras cash. Il faut être vraiment très très jaloux des autres pays et dire aux autorités qu'il faut réformer. Un pays, c'est comme un enfant que vous avez. Vous devez constamment être attentionné pour savoir est-ce qu'il a un mot de ventre, est-ce qu'il a un mal de tête, parce que l'enfant ne parle pas pour dire j'ai mal ici, j'ai mal ici. En réalité, ce pays a besoin de quelqu'un pour le réformer. Ce n'est pas nous, en fait, pour les réformer. On peut faire en sorte que les hommes soient au respect des systèmes. Donc, il faut aujourd'hui qu'on fasse des réformes. Et la proposition concrète que j'ai faite, je vais revenir sur ça. Il faut une structure placée sous l'autorité du président de la République ou du président de la transition qui va veiller constamment à moderniser notre administration. D'accord. À moderniser notre administration. Merci. Merci. Sur ce, je souhaite plein succès à tout le monde. Et bonne chance à chacun de vous tous. Merci, Monsieur Sango. Mesdames, Messieurs, c'était votre émission Théma, les indiscrétions au sommet de l'État, avec Monsieur Mahamadou Dabou Traoré, secrétaire politique de la jeunesse ASMA, Monsieur Aliou Amadou Sango, spécialiste en communication institutionnelle, Monsieur Hassan Sey, juriste, journaliste ici même à Africable. Il présente tous les dimanches une émission qui s'appelle Parlons droit et qui passe en direct sur Africable Télévision à partir de 20h tous les dimanches. Et notre quatrième invité était M. Ibrahima Khalil Touré, juriste, membre du RECAM, Réseau des citoyens actifs du Mali. Il est également blogueur. Quant à moi, mesdames, messieurs, ce fut un agréable plaisir de vous présenter ce numéro de Théma. Portez-vous bien et passez un excellent week-end. Au revoir.
Ilmu amfanai dabu kada ku koyi da gina kalbir sappe Mohamed Bazoum c'est. Pour consolider et avancer ensemble, votons tous Mohamed Bazoum. Mu karfafa domin mu ci gaba. Don haka mu zaɓi Alhaji Mohamed Bazoum. Pour consolider et avancer, votons Mohamed Bazoum. Pour consolider et avancer, votons Mohamed Bazoum. 2021, Bazoum président, Inch'Allah. En avant, la victoire est certaine. Pour consolider et avancer, votons le président Mohamed Bazoum. Pour consolider et avancer, votons Bazoum Mohamed. Vive le programme de Renaissance Acte 3. Avec ce programme, nous allons consolider et avancer avec Mohamed Bazoum. Keme awe keme fla frankan soro mi me barake awye mali réseau bedi nyonte bidon décembre kalo kletan kili samba flani moga ikredita ni pani karti wali mobi kashi keme mali telbe keme fla frankan ke awku mi me barake awye mali réseau bedi nyonte olasa awye credit chamata ka wele like fo chogo mi kalawye Malitel proche de vous. Paranovo vous offre la météo. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Africa Télévision pour votre page météo. Demain, Mali Météo prévoit un ciel clair à peu nuageux sur l'ensemble du pays. Le vent sera toujours d'harmattan, il soufflera d'intensité faible à modérée, ce qui va occasionner une réduction de la visibilité dans 2 localités du pays, à savoir Kidal et Menaka. Côté température, demain il est prévu comme température minimale 10 degrés à Taoudéni, 15 à Kidal, 17 degrés à Tombouctou, 18 à Gao et Menaka, ainsi qu'à Koulikoro et Sikasso, 19 degrés à Ségou, 20 degrés à Mopti, ainsi qu'à Kaye. Pour les températures maximales, demain il est prévu 27 degrés à Taoudéni, 31 à Tombouctou, 32 à Kidal, 33 degrés à Gao, 36 degrés à Menaka, Ségou et Koulikoro, 35 degrés à Mopti et la plus forte température maximale, 37 degrés à Kaye ainsi qu'à Sikasso. Dans le district de Bamako et environ, demain, le ciel restera clair à peu nuageux, le vent sera toujours d'harmattan, il soufflera d'intensité faible à modérée, occasionnant en début de matinée autour de la ville de Bamako une légère brume de poussière qui réduira la visibilité. Comme température minimale, demain il est prévu 19 degrés. Comme température maximale, 35 degrés. La tendance des 72 heures à venir du dimanche au mardi sera sans grand changement. Le ciel restera toujours clair à peu nuageux. Le vent sera toujours d'harmattan et la visibilité sera toujours légère.